Bienvenue, je m'appelle Alexandre Griffet, je suis préparateur mental et fondateur de A4P Mental. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui revient dans absolument tous les clubs et avec tous les athlètes que j'accompagne, avec qui je travaille. La motivation. Parce que c'est souvent la première chose qu'on cite quand un athlète performe mal. Il n'est pas motivé, elle a perdu sa motivation. Il faut les remotiver. Et si ce raisonnement était le problème lui-même? Dans les prochaines minutes, nous allons déconstruire ensemble ce mythe. On va aller voir ce que la neurobiologie dit réellement. Et surtout, je vais vous présenter une approche concrète qui est issue de ma méthode A4P pour aller au-delà de la motivation et construire quelque chose de beaucoup plus robuste. On entre dans le détail. Première question, qu'est-ce que la motivation neurobiologiquement? C'est un état émotionnel et neurochimique produit principalement par la dopamine. Ce neurotransmetteur de l'anticipation du plaisir, de la récompense, de l'élan vers l'action. Quand un athlète est motivé, son niveau de dopamine est élevé. Il anticipe quelque chose de positif. Il est dans le mouvement, dans l'envie, dans l'énergie. Le problème, c'est que la dopamine fluctue. Elle est sensible à l'état de récupération, à la qualité du sommeil, au niveau de stress chronique, aux résultats récents aussi, aux interactions sociales. Quand un entraîneur dit « je dois motiver mes joueurs avant le match », il fait face à une réalité neurobiologique très instable. Il travaille sur une variable émotionnelle qui peut changer entre le vestiaire et le premier coup de sifflet. Pire encore, la suractivation de la motivation peut produire l'inverse de l'effet souhaité. Trop de dopamine en phase d'activation égale activation trop haute, égale perte de précision, de contrôle, d'ajustement fin. C'est ce qu'on appelle en neurologie la loi de Yerkes-Dodson. Il y a un niveau optimal d'activation. Au-delà, la performance chute. Donc, quand on cherche à booster la motivation sans encadrement, on joue à la roulette neurologique. J'aimerais vous parler maintenant du cortisol, parce que c'est souvent l'ennemi désigné dans le sport. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle monte avant une compétition, elle monte quand l'enjeu est élevé, et dans le discours courant, on cherche à la réduire, à calmer le stress. C'est pas toujours la bonne approche. Pourquoi? Le cortisol n'est pas un problème. C'est un signal. Il prépare le corps et le cerveau à faire face à une situation importante. Il améliore la vigilance, accélère le traitement de l'information, mobilise les ressources énergétiques. Le problème, ce n'est pas le cortisol, c'est la façon dont l'athlète l'interprète. Si l'athlète interprète cette montée comme de la peur, alors il entre en mode survie. Le cortex préfrontal se réduit, la pensée tactique diminue, l'attention se rétrécit. Mais si l'athlète apprend à interpréter cette même montée comme de la préparation, comme le corps qui se met en condition pour performer, il utilise exactement le même carburant neurobiologique pour entrer dans un état de performance. C'est ce qu'Alison Woodbrooks, chercheuse à Harvard, appelle la réinterprétation de l'activation physiologique. Et les études montrent que cette simple bascule cognitive améliore la performance mesurable dans les contextes de pression élevée. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la neurologie appliquée. Alors, si la motivation est instable et le cortisol mal interprété, qu'est-ce qui reste? La discipline. Mais pas dans son sens moral. Pas sois discipliné, fais les efforts. La discipline comme une infrastructure neuronale. Voici ce que ça veut dire concrètement. Quand un comportement est répété de manière systémique dans un contexte donné, il finit par être encodé dans les ganglions de la base et les zones du cerveau responsables des habitudes automatiques. À ce stade, le comportement ne nécessite plus de décision consciente. Il ne dépend plus de la motivation. Il est déclenché par le contexte. C'est exactement ce que font les meilleurs athlètes. Ils ne décident pas de s'entraîner. Ils ont construit des automatismes si robustes que l'entraînement se produit indépendamment de leur état émotionnel du moment. Et ça se construit, ça se programme, ça s'architecte. C'est l'objet du module 2 de ma méthode, la régulation. Ce module 2 s'appelle régulation. Son objectif, permettre à l'athlète de maintenir un niveau de fonctionnement optimal indépendamment des conditions externes et de son état émotionnel interne. Concrètement, on travaille sur 3 axes. Le premier, la régulation corporelle. On apprend à l'athlète à lire les signaux de son système nerveux autonome.
rythme cardiaque, tension musculaire, fréquence respiratoire, et on lui donne des protocoles précis pour moduler son activation. Pas éliminer le stress, le calibrer. Axe 2, la régulation cognitive. On travaille sur le discours interne, sur la nature des pensées automatiques en situation de pression. On identifie les schémas de pensée négatifs récurrents et on construit des réponses cognitives préparées, pas spontanées. Préparées parce que sous pression, l'improvisation cognitive est un luxe qu'on n'a pas. Troisième axe, la régulation émotionnelle. On ne vise pas à supprimer les émotions, on vise à identifier, accepter et canaliser. L'athlète qui apprend à nommer ce qu'il ressent a déjà réduit l'intensité de l'activation limbique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage émotionnel, démontré en neurosciences depuis les travaux de Matthew Lieberman à UCLA. Ces trois axes ne s'apprennent pas en une séance, évidemment. Ils s'intègrent dans une progression structurée, sur plusieurs semaines, avec des indicateurs de progression mesurables. Voilà 3 outils que vous pouvez commencer à intégrer dès cette semaine. Le signal d'ancrage. Chaque athlète choisit un geste physique, court, point fermé par exemple, ou souffle, pression de la nuque, qu'il associe systématiquement à son état de performance lors des entraînements. Répéter assez de fois ce geste devient un déclencheur conditionné. Il rappelle le corps, quel état je veux. Deuxième outil, le protocole de transition entre la vie quotidienne et l'entraînement. Il s'agit de créer un rituel de 3 à 5 minutes, toujours identique, toujours dans le même ordre. Ce rituel envoie un signal au cerveau. On bascule en mode performance. C'est une porte d'entrée neurologique. Troisième outil, le débriefing émotionnel, post-compétition, post-entraînement. Pas seulement tactique, émotionnel. On va demander à son athlète dans quel état il était quand il a pris cette décision. Pas pour le juger, pour les aider à comprendre le lien entre l'état interne et le comportement. C'est le fondement de l'intelligence émotionnelle sportive. Alors ces 3 outils sont accessibles. Ils ne nécessitent pas de matériel, ils nécessitent une intention et une régularité. Pour résumer, la motivation est une émotion, précieuse mais instable. La discipline est une infrastructure et elle se construit. La régulation est une architecture qui permet à l'athlète de performer même quand tout va mal, même quand tout vacille. C'est exactement ce qu'on structure ensemble dans les clubs qui intègrent la méthode A4P. Si vous êtes directeur sportif, responsable de formation ou entraîneur, et que vous voulez comprendre comment implémenter tout ça dans votre contexte précis, eh bien je suis disponible pour un appel, 30 minutes offertes, sans engagement. On se connecte et on peut en parler ensemble. Le lien est dans la description. Alors vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr, et la partager surtout. Abonnez-vous pour la suite, car la semaine prochaine, on rentre dans les profils mentaux et les modes préférentiels d'action. À très vite.